Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette présentation d'aujourd'hui qui va porter sur les besoins psychosociaux en cette période de confinement. Alors, mon nom est Benoît Desgroseilliers, je suis directeur principal du développement des talents au sein de la grappe des services financiers du Québec qui s'appelle Finance Montréal. Alors, je suis membre des conseillers en ressources humaines agréés ainsi que coach certifié. Alors, la présentation d'aujourd'hui n'est pas celle d'un expert, je suis ni psychologue ni sociologue, mais davantage celle d'un témoin intéressé par ces sujets. Alors évidemment, j'ai pas vraiment d'ordre du jour classique parce que c'est pas une période classique. Alors aujourd'hui, on va aborder dans l'ordre et dans le désordre des sujets aussi variables que ce qui se passe à Times Square. On parlait un peu de zombies, d'émotions, de changements de lasagne, de tango, de pyramides, de machines à café, de livres, de croyances, de peur et bien entendu de chats. On le disait à l'instant, le contexte en ce moment est extraordinaire dans la plus pure tradition du mot extraordinaire. On peut même ajouter historique et à peu près tous les superlatifs qui s'appliquent. On a des images quasi surréalistes, là, par exemple ici de Times Square à New York, qui est pratiquement déserté à l'heure de pointe. Un peu plus près de chez nous, à Montréal, la station McGill, qui habituellement à l'heure de pointe est bondée, qui est virtuellement vide. Et finalement, le pape seul a officié une messe sur la place Saint-Pierre. Autant d'images qui sont extrêmement frappantes, choquantes même, qui nous révèlent un monde qui a changé. On parle en ce moment d'ailleurs du principe de l'anxiété absolue. Alors c'est un principe qui était pour beaucoup de psychologues et de chercheurs encore très théorique, puisque ça fait des générations qu'on n'a pas connu un tel niveau de changement et de bouleversement où il y a une perte de points de repère et des changements drastiques qui touchent non seulement une collectivité, mais vraiment une planète en ce moment. Donc, ce principe d'anxiété absolue, je suis certain, va être étudié au cours des prochaines années vraiment beaucoup parce qu'on apprend en le vivant en ce moment. Toute cette effervescence, tous ces changements, toute cette angoisse, évidemment, nous font réagir. Et comme le disait Molière, l'humour, ben, c'est la politesse du désespoir. Et donc, on voit apparaître depuis quelques semaines sur les différents médias sociaux et les différents médias tout court, plusieurs caricatures, plusieurs blagues, vraiment plus comiques les unes que les autres, mais néanmoins qui cachent parfois mal notre angoisse. On voit ici, bon, l'image de la série américaine Walking Dead, qui, même les zombies maintenant ont peur de fréquenter les villes à cause du virus. Encore, ou encore l'image en haut à droite d'une conférence Zoom pour la dernière scène de Léonard de Vinci. Et finalement, eh bien, évidemment, le fameux complexe de la vidéoconférence où on est vraiment, mais vraiment pas prêt à activer notre caméra vidéo. Alors évidemment, tout ça, ça nous fait rire, mais ça peut aussi nous faire réfléchir. Avant d'aller plus loin, peut-être qu'il serait à propos de mettre sur table certains concepts de base, définir certains concepts de base. Dans la vie de tous les jours, on mélange allègrement les termes émotions et sentiments comme étant des synonymes. Dans les faits, il y a un niveau de complexité peut-être un petit peu plus grand, puis j'aimerais qu'on prenne peut-être un petit 2 minutes pour y réfléchir. Alors, on parle d'émotion comme étant une réaction relativement spontanée à une stimulation de l'environnement. Donc, une émotion, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit. Bien sûr, on peut jouer une émotion si on est un comédien. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est davantage une réaction spontanée suite à un stimuli de notre environnement. Alors, il y a relativement un nombre limité d'émotions. On parle de joie, de tristesse, de peur, de colère, de dégoût et de surprise. Euh, L'émotion, si on veut caricaturer, est un petit peu un bloc Lego. Donc, c'est un petit bloc Lego. C'est pas un bloc Lego qu'on contrôle et c'est un bloc Lego qu'on subit en quelque sorte. Donc, si par exemple, par ces temps de pandémie, si je fais la queue devant une épicerie ou une pharmacie et que quelqu'un arrive dans ma bulle à moins de 2 mètres de moi,
il est fort possible que j'ai une émotion de peur qui m'envahisse. Alors, je n'ai pas choisi cette émotion-là. C'est une réaction normale à une situation que je considère comme, dans ce cas-ci, comme étant une situation anormale, donc qui me fait peur. Les sentiments, pour leur part, sont des représentations plus complexes. C'est un état affectif, en fait, qui dure dans le temps et qui évolue. Donc, les sentiments vont naître et éventuellement grandir ou disparaître. On parle, par exemple, de l'amour, du mépris, de l'optimisme et des centaines d'autres sentiments. Alors, si je reprends l'exemple de tantôt où l'émotion est un petit bloc Lego, mais le sentiment est un amalgame, un montage de différents blocs Lego auxquels on ajoute ou on enlève différents petits blocs. Le sentiment, en quelque sorte, on peut le construire ou le déconstruire. On a un certain contrôle sur les sentiments qu'on éprouve, alors qu'on n'a pas de contrôle vraiment sur les émotions. Donc, lorsqu'on dit que en ces temps-ci, on perd beaucoup le sentiment de contrôler des choses dans notre vie, c'est vrai. Il y a certaines choses peut-être qu'on peut contrôler, qu'on ignorait. Je vous invite maintenant à regarder la partie du centre où il y a cette espèce de graphique en forme de fleur. C'est une représentation que je croyais quand même assez efficace de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'au milieu, vous avez le nombre relativement limité d'émotions. Et plus on va vers l'extérieur du graphique, plus on voit l'intensité ou la quantité et la complexité des sentiments. Alors, on parle beaucoup d'anxiété, puis on m'a posé la question lors d'une conférence, est-ce que c'est une émotion ou un sentiment? Et c'est une excellente question. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, on parle d'un état psychologique et physiologique qui est caractérisé par différentes composantes, donc que ce soit somatique, émotive, cognitive ou encore comportementale. Euh, il faut dire que l'anxiété, c'est une réaction normale à des situations qu'on considère comme stressantes incontrôlable ou inévitable. Donc, l'anxiété, on le perçoit souvent comme un élément négatif parce qu'on parle souvent de troubles anxieux et on a tendance à mélanger le trouble anxieux avec l'anxiété. En fait, l'anxiété est normale lorsqu'elle devient envahissante, donc lorsqu'elle limite notre quotidien. C'est là qu'on va parler, de troubles anxieux. Donc, c'est normal d'être anxieux, d'être angoissé. Lorsque ça devient trop envahissant, ben, c'est là que ça devient évidemment plus normal et qu'il faut aller chercher de l'aide. Donc, que vous soyez anxieux, que vos voisins, vos conjoints, vos collègues soient anxieux, c'est tout à fait normal et il n'y a rien de négatif en soi à vivre de l'anxiété. Dans l'anxiété, il y a la notion d'anticipation. Donc, il y a encore une fois une création de l'esprit, une peur anticipée. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut simplement dire qu'on anticipe un danger. Donc, encore une fois, c'est un mécanisme de survie qui fait partie de notre boîte à outils en tant qu'humain pour survivre. Donc, il ne faut pas le nier, il ne faut pas le rendre, dans le fond, péjoratif. Il faut juste l'accepter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de plus pour négocier avec notre environnement. En ce moment, il se produit énormément de choses nouvelles pour plusieurs d'entre nous. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. On est confiné à la maison. On fait du télétravail pour ceux qui ont la chance de pouvoir poursuivre leur travail. On fait des 5 à 7 virtuels. Bref, il y a beaucoup d'éléments de changement. Et je trouvais intéressant de parler un petit peu de ce processus-là, peut-être un petit peu plus en profondeur. Donc, vous avez sur le graphique ici, qui est en noir et gris, les différentes phases. Donc, une situation stable, il y a un élément de changement qui vient un petit peu mettre les gens, les individus en état de choc. Il va y avoir une négation d'abord de la situation, un peu de colère. On va essayer de négocier, de marchander la situation, une déprime plus ou moins grande selon les situations et les individus. Finalement, on va essayer puis on va retrouver une situation de stabilité. Alors ça, c'est ce qu'on éprouve beaucoup dans les organisations en temps normal, lorsqu'on change des processus de travail, lorsqu'il y a une fusion, une acquisition, etc. Donc, c'est une courbe auquel on est habitué et qui s'apparente étrangement à celle-ci, le beau graphique à droite, qui est la courbe du deuil. Donc, on parle aussi de choc, de déni.
de colère, de peur, de tristesse et éventuellement d'acceptation. Ces deux courbes se ressemblent beaucoup parce qu'elles définissent un processus de changement et donc un processus de recherche de stabilité. On peut se référer à la biologie pour comprendre un peu le concept d'homéostasie, c'est-à-dire c'est le concept qui veut qu'un écosystème résiste au changement tout en cherchant à conserver son état d'équilibre. Donc, nous, les humains, on fait partie de cet univers-là qui cherche constamment à trouver, à garder son équilibre. On est naturellement résistant au changement, au même titre que les écosystèmes, les animaux ou à peu près toutes choses vivantes sur la planète à cause justement de ce principe-là d'homéostasie. Ça s'applique tout à fait à la situation actuelle. Et donc, il faut comprendre et accepter que nous tous, on va vivre ces différentes étapes. Mais ce n'est pas parce qu'on vit ces différentes étapes relativement tous au même moment qu'on le vit tous de la même manière, avec la même intensité ou qu'on le reçoit de la même façon. Donc, il y a des gens en ce moment qui sont encore en état de choc ou de déni, alors qu'il y en a d'autres, par rapport au même problème de la COVID et du confinement, qui ont déjà processé, vous m'excuserez l'anglicisme, l'ensemble des étapes, puis qui sont déjà regardés de l'avant parce qu'ils ont déjà accepté la situation. Donc, le même problème va pas nécessairement engendrer le même rythme de processing chez les individus. Donc, il faut être conscient que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas au même endroit, qui n'ont pas absorbé le changement nécessairement au même rythme ou de la même manière que nous. Et il faut vraiment, vraiment prendre conscience parce que des fois, on assiste à des conversations surréalistes où certaines personnes en phase de déni vont vraiment être dans l'incapacité tout simplement de comprendre les gens qui regardent vers l'avant. Donc, on voit dans les différents médias sociaux surtout, beaucoup de théories du complot en ce moment. On est vraiment avec donc un fan club de la phase du déni. Donc, il faut accepter que ça arrive, il faut accepter justement ses limites et celles des autres aussi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter nos deux amis qui vont nous aider peut-être un peu plus à comprendre comment eux vivent la situation actuelle. Donc, nos deux avatars, Roger et Edith. Je vais vous faire un petit peu le profil de chacun. Puis on va voir encore une fois comment ils s'en sortent en ce moment. Donc, d'abord, Roger. Roger a la mi-quarantaine. Il travaille en aéronautique. Il est ingénieur. Et puis, depuis quelques semaines, 5 semaines, il est en télétravail à la maison. Donc, il a toujours son salaire, il conserve son lien d'emploi. Et il est à la maison, donc avec ses enfants, son chien, ses chats. Et même avant le confinement, Roger adorait manger de la lasagne avec son pain maison. Il était très fier de son pain maison. Il a plusieurs recettes qu'il conserve jalousement et il va en parler longuement à ses amis, là, même bien avant le confinement. Edith, pour sa part, ben, elle est dans la mi-vingtaine. Elle travaillait en restauration. Elle est au chômage depuis 4 semaines. Les restos pour lesquels elle travaillait ont successivement fermé suite au confinement. Elle habite seule dans un petit appartement. Elle était très près de sa grand-mère, qui, elle, est placée dans une résidence pour personnes âgées. Et je parle au passé parce que sa grand-mère, ben, elle n'a pas de nouvelles de sa grand-mère depuis quelques semaines. Ça l'inquiète quand même pas mal. Et en temps normal, elle aimait beaucoup le tango, la danse, le tango, et faire du shopping, donc du magasinage. Donc ça, ce sont nos deux personnages. On va regarder comment ils vivent la période en ce moment. La première approche, peut-être la plus classique et celle qui est peut-être la mieux ou la plus connue, c'est l'approche de la pyramide de Maslow. Donc, cette approche qui a été développée dans les années 40 et est enseignée dans différentes disciplines depuis plusieurs décennies. Donc, elle nous est relativement familière et elle est très intuitive, en fait. Donc, on a une pyramide et à la base de la pyramide, il y a des besoins fondamentaux. Et plus on a comblé les besoins à la base de la pyramide, plus on peut monter pour aller combler des besoins qui sont davantage reliés sur la réalisation de soi, la reconnaissance et l'estime, une fois qu'on a comblé donc les besoins fondamentaux qui sont les nôtres. Donc, en ce moment,
On a Edith, par exemple, qui est davantage concentrée vers sa survie et sa sécurité. Ben, c'est normal, elle a perdu son emploi. Alors, elle, son focus, vous excuserez encore une fois l'anglicisme, est porté davantage sur sa survie, sa sécurité, payer son loyer, s'acheter de la nourriture. Alors que Roger, lui, ben, écoutez, il a son salaire, il est en télétravail, il reste tout de même sensiblement au même endroit où il était avant le confinement. Alors, si Roger devait parler à Edith au téléphone ou dans une vidéoconférence, il n'est pas impossible que ce dernier la trouve peu compréhensive devant l'expression de sa frustration de ne pas trouver, par exemple, à l'épicerie d'épices pour ses pains ou encore de levure, ou encore son désarroi devant l'aboiement de son chien pendant les appels conférences. Tout simplement parce qu'Edith, elle n'a pas le luxe d'avoir ce genre de soucis un peu qu'elle trouve par ailleurs un peu superficiel parce qu'elle a l'impression qu'elle joue peut-être un peu sa survie en ce moment. Elle est plus elle en est plus davantage à combler ses besoins fondamentaux comme on l'a vu tantôt. Donc, les deux personnes pourraient se parler et pourraient facilement ne pas se comprendre parce que selon cette approche, ben, ils ne sont pas nécessairement au même niveau en ce moment pour combler leurs besoins. Une seconde approche que j'aime tout particulièrement et que j'utilise beaucoup en coaching de transition de carrière, c'est l'approche ABC ou encore celle qui est inspirée par l'approche thérapeutique de la thérapie cognitive comportementale. Donc, l'approche ABC, elle a l'immense avantage d'être extrêmement simple à expliquer et à concevoir. Alors, vous avez d'abord un élément déclencheur qui va passer à travers le spectre d'une croyance et qui va générer donc une conséquence chez l'individu. L'élément clé ici, c'est la croyance. Donc, un même événement ne générera pas la même conséquence parce qu'entre les deux, entre l'action et la réaction, il y a la fameuse croyance qui va modifier, un peu comme à la lumière d'une lunette fumée, qui va modifier la couleur des rayons du soleil selon la teinte de la lunette. Bien, la croyance va modifier justement la façon dont les gens perçoivent l'élément déclencheur. Edith, elle, pour des raisons d'histoire familiale, d'éducation, de valeurs, de personnalité, a la croyance que les changements sont, somme toute, relativement positifs, donc de façon générale. Donc, malgré qu'elle soit au chômage, sans nouvelles de sa grand-mère, et qu'elle soit incapable de sortir pour exercer son shopping ou ses cours de danse, elle demeure néanmoins relativement positive. Pourquoi? Parce que pour elle, un changement, ben, ça représente aussi des opportunités. Donc, elle va, par exemple, suivre des cours de tango à distance, elle écoute des clips sur YouTube, elle a découvert le magasinage en ligne, donc, etc., etc., etc. Donc, la croyance ici est relativement positive par rapport à un changement. Roger, pour sa part, encore une fois, pour des raisons qui lui sont propres d'histoire de vie personnelle, de valeurs, d'éducation, a la croyance que les changements sont généralement négatifs. Donc, bien qu'il soit confortablement installé avec sa famille, dans sa maison, avec le salaire au rendez-vous à toutes les 2 semaines, Roger, lui, va considérer que le changement qu'il vit en ce moment est négatif. Donc, il va avoir tendance à regarder les choses de façon plus pessimiste et donc le même élément déclencheur, c'est-à-dire le confinement, le COVID, chez les deux personnages, vont avoir des conséquences sur leur morale qui est vraiment, vraiment très différent. Et l'élément fondamental ici, c'est la croyance qui est entre les deux. Donc, il n'est pas impossible que si nos deux personnages devaient encore une fois se parler, qu'il y ait encore de la difficulté à se comprendre, justement à cause de l'incompatibilité de cette croyance-là par rapport au même événement. La troisième approche, qui est une approche très, très, très utilisée en gestion de carrière, et par les conseillers, conseillères d'orientation, c'est l'approche des besoins psychologiques fondamentaux. Donc, dans cette approche, puis je vais vous parler davantage, je vais vous donner davantage des exemples du monde du travail, c'est peut-être plus facile à conceptualiser. Lorsque nos 3 besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale sont comblés, on parle d'un individu qui est en état d'équilibre au niveau de ses besoins psychologiques fondamentaux. Donc, par exemple, si quelqu'un, dans son univers professionnel, a de la liberté d'action, a l'impression qu'il peut prendre des décisions, d'exercer son jugement et son sens de responsabilité, bien, on va considérer à ce moment-là que le besoin d'autonomie est comblé pour cette personne.
Si en plus cette personne a l'occasion d'interagir avec son environnement, d'utiliser ses capacités intellectuelles à résoudre des problèmes, on va considérer encore une fois que ce besoin de compétence est comblé. Il en va de même aussi pour le besoin d'affiliation sociale, c'est-à-dire que si l'individu, dans son environnement de travail, toujours dans le même exemple, a le sentiment d'appartenir au groupe et de savoir reconnaître un rôle au sein de cette communauté, eh bien, son sentiment d'affiliation sociale, son besoin d'affiliation sociale va être comblé. Lorsque les 3 piliers sont comblés, encore une fois, la personne est en état d'équilibre. Lorsque 1, 2 ou 3 de ces piliers n'est pas comblé, c'est souvent là qu'on va avoir des gens qui vont consulter pour des transitions de carrière ou du coaching exécutif, par exemple. En ce moment, ce qui pourrait unir nos 2 personnages, c'est vraiment le sentiment d'affiliation, le sentiment et le besoin d'affiliation sociale qui est peut-être un peu manquant. Et Roger et Edith sont seuls à la maison, loin de leur communauté du monde du travail. Donc, on a beau avoir les téléphones et les vidéoconférences, ça ne remplace pas le contact humain. Donc, il pourrait y avoir ici une communication, une rencontre téléphonique entre Roger et Edith, et ils pourraient avoir à ce niveau-là beaucoup de choses en commun. Ils pourraient partager leur sentiment de solitude, par exemple, et le fait que leurs collègues ou leurs activités de réseautage de 5 à 7 leur manquent. Finalement, une approche parmi les centaines d'approches qu'on aurait pu choisir, cette approche est celle de la cognition incarnée. C'est un peu champ gauche, relativement récente, développée il y a une trentaine d'années. Elle s'inspire d'un élément qui est très intuitif chez nous et qui est éprouvé par la recherche. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on vit une émotion, le corps va s'adapter à cette émotion-là. Si je suis heureux, je vais avoir tendance à dégager, à bomber mon torse. Évidemment, je vais avoir des expressions faciales. Je vais sourire, par exemple, et je vais avoir des épaules plus portées vers l'arrière. A contrario, si je suis triste, ben, je vais avoir le dos voûté, les épaules rentrées et une expression faciale, évidemment, davantage avec des traits tirés vers le bas. Donc ça, on le sait, on le voit, on le comprend d'ailleurs à tel point que juste de petites icônes de personnages vont nous interpeller et on va comprendre à travers, par exemple, les petits personnages qu'on a devant nous en noir. On va comprendre, selon la posture, un peu le message, le sentiment ou l'émotion qui est véhiculée par la posture de ces icônes. Ce qu'on savait moins, et ce qu'on prouve maintenant avec la science depuis une trentaine d'années, c'est que le contraire est aussi vrai. Donc, autant le cerveau va générer une réponse en termes non verbal au corps, autant la posture peut générer, elle, en sens inverse, une émotion dans le cerveau ou un sentiment dans le cerveau. Donc, je vais vous donner l'exemple d'Edith. Edith, on disait tantôt, continue ses cours de danse, de tango à distance, en écoutant entre autres des vidéos sur YouTube. Eh bien, elle a la conscience de son corps. Elle cherche toujours à maintenir une certaine posture qui vont l'aider dans ses cours de danse. Et elle a tendance donc à avoir le dos droit, le regard droit, d'avoir les mains sur les hanches. Donc, une posture qui va être interprétée par le cerveau après quelques minutes comme étant une posture positive de bonheur, de joie. Donc, elle va générer à travers sa posture un sentiment et des émotions. Roger, quant à lui, depuis le confinement, est davantage dans un environnement, disons, non ergonomique où, bon, il n'y a pas vraiment de bureau à domicile et il s'installe sur son divan, un peu assis n'importe comment, avec son portable et, bon, il passe des journées un peu écrasé, le dos voûté, le cou, la nuque voûtée. Donc, ça peut générer éventuellement un sentiment un peu de désarroi, d'inconfort, de manque de confiance. Donc l'amener dans un état d'esprit relativement pessimiste. Donc, je trouvais qu'en ce moment, c'était important parce qu'on parle beaucoup d'ergonomie, de bureau à la maison, mais on ne parle pas de l'impact, disons, psychologique ou émotif que tout ça peut avoir. Ce qui nous amène à parler un peu de notre nature profonde. Alors, il y a 2 livres qui ont marqué vraiment les dernières années, là, qui m'ont marqué. Donc, d'abord, le livre du professeur Harari, qui s'intitule Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et ensuite, le livre du professeur Frankel,
un psychiatre qui s'intitule, et là je paraphrase en français, La recherche de sens pour l'être humain. Alors d'abord, le livre Sapiens du professeur Harari. Le professeur Harari est un historien et un philosophe. Et il pose la question dans ce livre, pourquoi l'humain est-il en haut de la pyramide des espèces vivantes sur la Terre? Pourquoi on est dans cette position de domination versus les autres espèces? Alors, la réponse, et c'est un divulgateur, là, je vous la donne dans le mille, la réponse, c'est qu'on est en mesure d'utiliser à grande échelle, donc à plusieurs individus, notre capacité de créer de l'information abstraite et d'imaginer des choses. Donc, nos cerveaux se démultiplient. On n'est pas obligé d'être dans des clans limités de 15 ou 20 individus. On peut interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, mais avec lesquels on peut partager, par exemple, un langage, on peut partager une vision. Il donne l'exemple, par exemple, d'un clan de chimpanzés, au-delà de 50, 60, 70 individus, le clan devient dysfonctionnel. Pourquoi? Parce que chez ces primates, il y a beaucoup de liens qui se créent à travers l'odorat. Donc, tant que je reconnais l'odeur de mon clan, je vais interagir avec eux. Si je ne reconnais plus leur odeur, je vais les considérer comme un clan ennemi. Donc, ça va couper évidemment toute interaction. Ce qui limite nécessairement l'apprentissage de ces chimpanzés, de ces primates, à ce qu'ils peuvent apprendre dans un clan d'une quarantaine d'individus. Chez l'humain, par contre, on peut se limiter, en fait, il n'y a pas de limite. On peut être des milliards à concevoir les mêmes choses de la même façon. Professeur Harari démontre, par exemple, que lorsqu'il voyage et qu'il passe aux douanes, il n'y a pas besoin de connaître ou de reconnaître le douanier pour comprendre que ce dernier a un rôle et une responsabilité. Donc, il peut interagir avec lui sans le connaître. Ce qui nous permet à nous, comme espèce, encore une fois, de démultiplier notre capacité cérébrale. Tout ça pour dire quoi? Ça pour dire qu'une des réponses à notre position de domination, c'est notre capacité d'utiliser notre imagination. Maintenant, le professeur Frankel est un psychiatre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est interné dans des camps de concentration et il est donc un témoin malheureusement très privilégié pour constater à même les horreurs qui s'y produisent. Alors, il comprend rapidement que certains détenus vont mourir et d'autres vont survivre, mais il ne comprend pas pourquoi. C'est quoi la différence entre ceux qui se laissent aller, à la limite qui vont faire du suicide actif ou passif, et ceux qui veulent absolument survivre? Eh bien, on réalise rapidement, ou il réalise plutôt rapidement, et il nous le partage dans son livre, que la distinction, l'élément fondamental qui différencie les premiers des seconds, c'est la capacité de créer, de faire du sens avec ce qui arrive. Donc, on a une quête de sens et donc aujourd'hui, on appelle ça davantage la résilience. Donc, la résilience, la capacité de rebondir, de créer une histoire autour de pourquoi on subit ou on vit certaines choses difficiles. Donc, encore une fois, avec ces deux personnes qui nous posent d'excellentes questions et qui arrivent avec des conclusions tout aussi intéressantes, on se trouve à être une créature, en quelque sorte, dotée d'un imaginaire quand même assez foisonnant et d'un appel à trouver du sens, ce qui va générer automatiquement des croyances. Encore une fois, on revient avec ce mot croyance qu'on répète depuis le début. Et une croyance, il ne faut pas croire, sans jeu de mots, qu'on en est toujours conscient. Beaucoup d'éléments de nos décisions, de nos vies de tous les jours sont basés sur différentes croyances, certaines bénignes, d'autres beaucoup plus importantes. Donc, en prenant conscience qu'au niveau des croyances, on a notre mot à dire, qu'on peut travailler son imaginaire, qu'on peut travailler le sens qu'on apporte, qu'on insuffle à une situation, on peut rendre des situations possibles ou impossibles. Donc, ce n'est pas une question de réalité factuelle, c'est davantage une question d'interprétation. Et donc, à ce niveau, on a peut-être plus de contrôle sur ce qui arrive ou sur la façon dont on réagit qu'on aurait pu le croire autrement. Ces derniers temps, sur les différents médias sociaux, encore une fois, on voit beaucoup d'offres très généreuses de différentes personnes qui se portent volontaires pour appuyer, pour donner de leur temps, faire du bénévolat en relation d'aide.
Vous avez ici les 4 principaux corps professionnels là, qui peuvent offrir de l'aide et je pensais que c'était une occasion intéressante pour faire la distinction. Euh, donc, vous avez le coaching, le mentorat, la consultation et le counseling aussi, qu'on peut appeler la psychothérapie. Je vous inviterai à regarder la portion de droite du graphique. Lorsqu'on regarde le coaching ou le mentorat, on parle d'une approche de relation d'aide qui est basée sur l'amélioration d'une situation. Donc, on cherche non pas tant à comprendre le passé, mais à partir du présent, à trouver des solutions pour améliorer une situation. On va parler, par exemple, de perte de poids, d'améliorer des performances sportives, d'aller chercher une promotion dans le cadre d'un coaching exécutif. Donc, on améliore une situation. Si on regarde maintenant la partie de gauche du graphique, on va parler du counseling ou de la psychothérapie ou encore de la consultation. Dans ces deux approches professionnelles, on va davantage se concentrer à résoudre un problème. Donc, le focus va être beaucoup sur le présent et beaucoup sur le passé. Donc, c'est ce qui distingue, grosso modo, les professions de droite des professions de gauche. Maintenant, on va faire le même exercice, mais on va regarder les deux professions du haut. En psychothérapie et en coaching, en counseling et en coaching, la, la façon dont on va aborder le client va être de mettre ce dernier comme étant l'expert de lui-même. Donc, on va poser beaucoup de questions en mode réflectif. On va vraiment mettre la personne, le client, devant un miroir et on va poser beaucoup, beaucoup de questions. Le sous-entendu, c'est que le spécialiste est vraiment le client. Les deux professions dans la partie du bas, donc la consultation et le mentorat, ben, c'est un peu différent, vous l'aurez deviné. On va davantage être en mode expert. Donc, le consultant ou le mentor vont partager leur expertise. Donc, le client a un défi et il va aller chercher des réponses. Donc, le mentor et le consultant arrivent avec donc, des réponses, dans le cas du mentor basé sur de l'expérience et dans le cas du consultant basé sur un savoir ou un savoir-faire qui est très précis. Donc, ça résume à très, très haut niveau et assez rapidement la différence entre les 4 approches. Chacune peut être tout à fait intéressante, mais elle n'est pas nécessairement idéale en fonction de vos besoins du moment. Donc, vous pouvez faire appel à un ou l'autre selon, évidemment, les défis auxquels vous faites face en ce moment. Finalement, quelques conseils, dont certains conseils que vous avez entendus ad nauseam depuis les dernières semaines, mais je ne peux pas ne pas les mentionner. Établissez-vous une routine, bougez, marchez, sortez, faites du vélo stationnaire, mais bref, ne restez pas assis toute la journée. Mangez bien, dormez bien, intégrez tout ça à votre routine et essayez de conserver votre routine le plus efficacement possible. Encore une fois, souvenez-vous d'homéostasie, on cherche à garder l'équilibre. Il ne faudrait pas vraiment mettre son équilibre au rencard pour quelques mois si jamais le confinement demeurait. Un élément encore plus important, ou au moins aussi important, et dont on ne parle pas assez à mon sens, c'est que vous allez vivre, et on vit tous, beaucoup, beaucoup d'émotions et de sentiments en ce moment. La première chose pour bien absorber et bien vivre ces émotions et ces sentiments, c'est de les reconnaître. Recevez en toute bienveillance et sans jugement les émotions et les sentiments que vous vivez. Vous allez avoir des bonnes journées, vous allez avoir des mauvaises journées, et il en va de même pour vos voisins, vos collègues, vos amis, vos proches. Ne jugez pas. Acceptez. En anglais, on va dire acknowledge. Donc, reconnaissez les émotions et les sentiments. Ne cherchez pas à les fuir, ne cherchez pas à les compartimenter. Acceptez qu'ils sont là et apprenez à vivre avec. Respectez vos limites aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses les premières semaines du confinement, un peu par réflexe de protection, pour prouver que les choses n'avaient pas changé tant que ça ou pour conserver leur emploi, peu importe. Maintenant que ça fait 1 mois et demi, apprenez à respecter vos limites. Il n'est pas impossible que vous puissiez travailler peut-être un peu moins parce que vous avez une certaine charge mentale. Donc, respectez vos limites et comprenez que les autres aussi ont leurs limites et qu'elles ne sont pas les mêmes au même moment. Des citations qui m'ont marqué et que j'aimerais vous partager. J'ai assisté à une présentation de mon mentor coach
professeur Gavin, il y a quelques jours, et j'avais noté celle-ci. Vous m'excuserez, je n'ai pas la source, mais elle m'a marqué. Grosso modo, ça dit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. N'essayez pas de vous comparer. N'essayez pas de regarder sur Facebook en vous disant, mon Dieu, mes contacts, mes amis, j'ai l'impression qu'ils gèrent bien mieux que moi la situation en ce moment. J'ai l'impression qu'ils aboutissent à plus de choses au travail. J'ai l'impression qu'ils ont un meilleur équilibre avec leurs enfants à la maison que moi. Vous savez, tout comme moi, que tout le monde a son fardeau et que les médias sociaux ne sont pas nécessairement le reflet de toute la réalité. Donc, n'essayez pas de vous comparer. Comprenez que votre douleur, c'est votre douleur et qu'il n'y a aucune raison de se comparer en termes de douleur, de souffrance, d'inconfort ou de défi. Appréciez ce que vous avez à vivre pour ce que vous avez à vivre. La dernière petite citation, c'est celle de Jacques Salomé, le psychosociologue français que j'aime beaucoup. Il a beaucoup travaillé sur la communication interpersonnelle. Et il nous dit souvent que chaque peur cache un désir. Donc, en ce moment où il y a une obsession pour ne pas tomber malade, on pourrait aussi parler de notre obsession de rester en santé, de garder nos proches en santé. Alors, ça peut être une façon parfois de reprendre, pas de reprendre, mais d'inspirer le discours de certaines personnes auxquelles vous sentez qui sont dans une phase un petit peu plus dépressive. Reprenez, vous pouvez leur expliquer que les peurs, en fait, cachent un désir et donc peut-être leur suggérer une nouvelle façon de phraser certaines choses. Ça peut faire une petite différence, mais tant mieux si ça le fait. C'est ce qui met un terme à cette présentation. Je vous laisse avec ces deux petites réflexions. D'abord, concentrez-vous un peu sur le problème, mais aussi sur la solution pour ne pas faire comme ce gros chat qui est pris avec un problème insurmontable, alors que de toute évidence, la solution est tout autour de lui. Et finalement, l'influenceur que j'apprécie énormément, Simon Sinek, qui nous rappelle qu'il faut avoir l'humilité et le courage de demander de l'aide si parfois on veut aller plus loin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une période riche en apprentissage. Prenez soin de vous. Ça m'a fait plaisir de passer ces 30 minutes avec vous. Passez une belle journée.